Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du Scarabée, qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Que signifie avoir un ou une amie ? Quel est le rôle des âmes sœurs dans nos vies ? Comment reconnaître ces relations et surtout comment les cultiver ? Les amitiés, femmes et hommes, sont-elles possibles ? Les liens d'amitié, les relations que nous nouons sont très précieuses, parfois plus que l'amour. Alors quelle place donnons-nous à l'amitié dans notre vie ? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui entre Alexandre et moi dans ce nouvel épisode des Conversations du Scarabée. Salut Alex. Salut Anne. Comment ça va ? Ça va, ça fait quelque chose d'enregistrer un épisode sur ce thème avec toi. Ben ouais, ça fait quelque chose. On est dans un nouveau studio. On est un peu loin l'un de l'autre, mais on est extrêmement bien installés. On est dans un studio d'enregistrement à Genève, les amis. On vous dit tout des coulisses de Métamorphose. Alors cette histoire d'amitié, d'âmes sœurs, alors pourquoi est-ce qu'on les a associées ? Parce qu'on s'est dit que c'était sympa de parler ou de papoter comme ça entre amis sur ce qu'on entend aussi par des âmes sœurs. Et puis toi, tu as fait un épisode avec Bernard Werber qui vient juste d'être diffusé au sujet de son nouveau roman qui s'appelle La valse des âmes, où vous avez beaucoup échangé aussi sur cette thématique. Toi, ça t'a appris des choses d'ailleurs, Oui. ce livre ? C'est un thème extrêmement fort du dernier livre de Bernard, la notion d'âme sœur. J'ai appris dans son livre que la première mention de l'âme sœur remonte à Platon, dans un texte qui est, je crois, intitulé Le Banquet, si je Oui, dis pas de c'est ça. bêtises, et où Platon explique que les hommes et les femmes avaient 2 jambes, 2 bras, 2 têtes. Ils étaient plus intelligents, plus rapides, et surtout, ils ne se sentaient jamais seuls. Ils étaient toujours 2. Si bien qu'ils ont pris la confiance et qu'à un moment, ils ont décidé de marcher vers l'Olympe, dans la mythologie grecque, pour en prendre le contrôle. Et évidemment, ça n'a pas plu à Zeus, qui a voulu les punir, mais n'a pas voulu les tuer parce que c'était quand même ses enfants, les hommes et les femmes, et donc il les a simplement coupés en 2. Simplement, comme tu dis, il les a séparés en fait. Séparés. Ouais. Et donc, l'humain est devenu à la fois moins rapide, moins intelligent, moins fort, mais surtout, selon ce mythe, il a découvert la solitude, et depuis, il est à la recherche de son âme sœur, de la moitié qui lui manque. Et je trouve ce mythe super beau. Ben voilà, c'est le mythe de l'androgynie en fait et de la complétude, avec certainement peut-être au fond de l'homme. C'est vrai qu'on parle de l'amitié, mais l'amitié c'est aussi de l'amour, donc on peut pas séparer en fait ces 2 thèmes. L'amitié, je pense de l'amour au sens dans tous les sens grecs, enfin, peut-être pas tous les sens, puisque l'amitié, par définition, n'est pas sexuée, mais
En tout cas, sur un plan plus universel, l'amitié, c'est effectivement de l'amour et ce mythe de l'androgynie dont tu parlais fait que, est-ce qu'on a une forme de nostalgie, effectivement, Mm. de cet autre, Mm. de cet alter? Déjà, je trouve que ce mythe nous rappelle à quel point nous sommes des animaux sociaux, à la recherche d'une connexion émotionnelle avec d'autres personnes. Euh, et c'est là où tu as mentionné la définition grecque de l'amour. On est souvent piégé par notre vocabulaire. Aujourd'hui, on a amitié, amour, deux notions, mais est-ce que ces deux notions sont suffisantes pour décrire l'ampleur du sujet? J'en suis pas sûr. Et c'est là où c'est intéressant de revenir justement à ces différentes notions d'amour qu'on trouve chez les Grecs. Alors, je les connais pas toutes de tête, mais il y a philia, l'amour fraternel, l'envie d'être l'égal de l'autre, enfin, cette énergie qui vient quand on voit l'autre comme un égal, ni supérieur ni inférieur. Eros, l'amour érotique, le désir. Agapé, l'amour universel. Il y a aussi Syrgé, je crois qu'au total, il y en a 6, 7, 8, et j'invite les auditeurs et les auditrices qui peuvent nous aider à compléter, à mettre en commentaire de l'épisode les autres termes grecs pour dire l'amour. On a besoin, je pense, de s'ouvrir à tout ce vocabulaire, toute cette abondance pour dire ce qu'est l'âme sœur. Parce que c'est vrai qu'il y a cette notion d'amour filial, d'amour amical, d'amour amoureux, d'amour érotique. Voilà, et donc l'amitié et les âmes sœurs, alors peut-être ce ne sont pas des choses tout à fait pareilles, on va voir. Alors, on n'est pas des spécialistes, encore une fois, hein, dans les conversations du Scarabée. En fait, on s'interroge. Hein, on n'a pas de réponse. Et puis, je ne sais pas si finalement l'humain a de véritables réponses sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant, c'est de questionner tout ça. Pour toi, quelle est ta définition de l'amitié? Et puis, comment sont tes amitiés, en fait, dans ta vie? On est à des âges où on a un peu de recul, quand même, sur ce qu'on a pu vivre avec nos amis. Alors, j'ai l'impression d'être à l'opposé d'une vision traditionnelle de l'amitié, où tu as des amitiés forgées au collège, au lycée, durant les études. Ça dure très longtemps. Et pour certaines personnes, ça devient très dur de se faire des amis à 20 ans, à passer 20 ans, encore plus passer 30 ans et encore plus passer 40 ans. Je me souviens d'ailleurs d'être tombé sur un très beau livre intitulé « Pourquoi est-il aussi dur de se faire des amis passer 40 ans ?» Et moi, j'ai l'impression d'être à l'inverse de ça, puisque mes plus belles amitiés datent il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et par contre, je n'ai quasiment plus aucun lien avec mes amitiés du collège et du lycée. Et donc, je constate que j'ai une dynamique relationnelle avec de la nouveauté, avec des rencontres qui prennent une place très importante dans ma vie. Enfin, d'ailleurs, t'en fais partie, puisqu'on ne se connaissait pas il y a 3 ans. C'est vrai. Notre rencontre date d'il y a exactement 2 ans, je crois. Mais je pense aussi à un de mes meilleurs amis qui s'appelle Benoît, que je connaissais vaguement d'Internet depuis 10 ans et qui est rentré dans ma vie il y a 3 ans et avec qui je passe beaucoup de temps chaque année. Bon, la contrepartie de ça, c'est peut-être... La peur que j'ai, c'est est-ce que ces personnes seront encore dans ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que je suis tombé dans une forme d'amitié papillon, avec des amitiés très, très intenses, très fortes, mais qui ne durent pas dans le temps? J'espère que ce ne sera pas le cas, mais on verra ce que nous réserve le futur. Oui, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Tiens, on en reparlera, on verra si on fera un podcast sur l'amitié dans 10 ans. Mais en tout cas, moi, je tire de mon expérience des dernières années la conviction qu'on peut se faire des amitiés à tout âge, que c'est incroyable, que c'est merveilleux, et que si on se sent en décalage avec certaines amitiés anciennes, si on sent qu'on a évolué sur des plans différents et que ça peut générer une souffrance en nous, laissons-nous la liberté d'aller se faire de nouveaux amis. C'est possible.
rien ne nous en empêche. Je pense qu'on reviendra aussi sur ces amitiés qui parfois peuvent être toxiques et puis comment peut-être appréhender ou signifier la fin aussi d'une amitié. On pourra peut-être en discuter. Mais moi, j'aime bien en fait les deux en fait, à la fois les nouvelles amitiés et puis je pense que je suis quelqu'un d'un peu nostalgique. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais finalement maintenant je me rends compte que il y a quand même peut-être une forme de nostalgie inconsciente du passé qui est moins inconsciente qu'avant puisque j'en parle, qui fait que je suis aussi. Il y a des personnes de ma jeunesse, de mon enfance, voilà, qui font partie de. Ils font partie de mon panthéon intérieur, je vais le dire comme ça, et ils me constituent aussi, et je les constitue. Et quelque part, même si on a moins d'affinité, comme tu le disais, que quand on était jeune, parce qu'on a évolué, qu'on a pris des chemins différents, j'ai le sentiment qu'ils sont devenus comme des personnes de ma famille. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment, tu vois, ils font partie de moi. Et évidemment, on n'a pas forcément les mêmes liens que des amitiés que je peux avoir plus récentes, comme avec toi, où on peut aller dans des discussions très profondes sur des thématiques où j'irai peut-être moins avec des amis de jeunesse ou d'enfance. Et en même temps, je me dis, c'est pas grave. J'ai vu aussi tout un courant du développement personnel dire il faut laisser sur le côté les gens qui ne correspondent plus, etc. Et je crois pas que ce soit non plus tellement vrai. Alors, si la vie, comme tu disais, si ce tri se fait, bien sûr, et que c'est naturel, mais je crois aussi que ce sont des facettes en miroir de nous, ou des liens affectifs différents, et que c'est pas parce qu'on n'a pas des discussions profondes ou les mêmes affinités avec tous nos amis que pour autant on doit forcément les laisser partir, tu vois. C'est beau ce que tu partages. C'est effectivement des amitiés qui ont comme valeur le temps, l'évolution de chacun. Tu les as vus évoluer, ils t'ont vu évoluer, peut-être que vous avez pris des chemins différents, mais en tout cas, il y a cette reconnaissance du chemin parcouru. Et ça résonne aussi très fort ce que tu dis sur la dérive d'une partie du développement personnel moderne qui se traduit par une hyper importance donnée à la valeur du moment présent. Je vais valoriser cette amitié si elle m'apporte quelque chose là, maintenant, tout de suite. C'est ça. Oui, mais... Ouais, il y a une fonction presque utilitaire, quoi. Exactement. Ouais. Mais, l'amour et l'amitié, ça touche sa pleine splendeur quand tu acceptes que c'est pas un long fleuve tranquille, que c'est pas tout le temps vers le haut, qu'il y a des hauts et des bas et qu'il faut passer par des moments où le lien est un peu plus distendu qu'à une autre époque. Mais voyons comment on arrive à traverser ça, voyons comment on arrive à recomposer notre amitié. C'est tout le sujet des ruptures amicales, des ruptures amoureuses. Mais cette dérive, d'ailleurs, puisqu'on voit bien, là, depuis qu'on commence à discuter, toi et moi, on est à cheval sur ces notions d'amitié, d'amour. Cette dérive du développement personnel sur l'hyper-importance du moment présent dans les amitiés, elle est très proche de ce qui peut être questionné dans le courant des relations libres et du polyamour. Quand on sort du schéma de la relation exclusive, c'est un sujet que j'ai exploré ces dernières années, il y a plein de choses magnifiques là-dedans, et en même temps on peut s'interroger sur est-ce que ce n'est pas le symptôme d'un hyper-individualisme. Et puis peut-être dans cet individualisme avec toute sa part illusoire. Oui. Et ce que je trouve assez fascinant, en tout cas dans les amitiés de longue durée qui datent peut-être parfois de l'enfance ou des études, etc., c'est que ce ne sont pas des personnes qui ont été attachées à un statut qu'on pouvait peut-être représenter. Oui. C'est vrai que quand on avance un peu en âge, et puis toi tu es le patron d'une grosse boîte aujourd'hui, de Live Mentor, tu as un certain statut qui peut aussi attirer de par ta position, et ce qui fait partie évidemment de qui tu es, et en même temps peut être aussi parfois un leurre sur finalement pourquoi les gens en fait s'intéressent à nous, avec cette fonction utilitaire dont tu parlais très bien à l'instant.
Les amitiés d'enfance, forcément, sont encore dans la spontanéité de l'élan amical, peut-être aussi de l'enfance. Oui. Et j'avais été aussi très surpris par le retour d'un très vieil ami, avec qui d'ailleurs je ne suis plus en lien, mais qui avait réussi à voir quelque chose en moi d'extrêmement juste et qui faisait écho à ce que j'avais construit professionnellement, alors que lui n'est pas du tout dans les mêmes sphères professionnelles. Est-ce que toi, tu as aussi l'impression que tes plus vieilles amitiés, elles ont une forme de regard laser sur toi? Elles ont un effet miroir très pertinent. Il faudrait que je les passe en revue. Après, c'est plus aussi dans des anecdotes du quotidien. Par exemple, ma cousine, qui est comme une sœur jumelle un peu pour moi, elle cherchait du travail il n'y a pas longtemps. Et puis, elle a décidé de faire un sort de coaching avec Pôle emploi, par exemple. Et puis, elle s'est retrouvée face à quelqu'un dans cette formation qui lui a dit, voilà, donc elle connaissait absolument pas, qui à un moment donné lui dit, moi j'ai vécu une de mes plus grandes métamorphoses grâce à un podcast et une femme qui s'appelle Anne Guéquier, par exemple. Et là, ma cousine, voilà, vraiment, elle s'est dit... Et après, elle me l'a fait en effet miroir et c'était à la fois drôle, mais en même temps, j'étais presque gênée parce que je me suis dit, tiens, j'aurais pas envie que ma cousine, elle me voie entre guillemets comme quelqu'un de... alors, je suis pas une personnalité célèbre, mais voilà, comme connue dans certains milieux, parce que j'aime qu'elle garde son regard, en fait, qui est le regard de cette amitié de cousine comme des sœurs d'enfance, tu vois, quelque part. Et tu n'as pas envie que ça change? Il y a une part de moi qui n'a pas envie que ça change. D'ailleurs, ça ne change pas parce qu'elle n'est pas du tout là-dessus, mais c'était bizarre. Hein. Ouais, c'était bizarre. C'est comme si j'avais presque changé. Ouais, c'est assez intéressant, en fait. Quand tu me poses la question, tu vois, je me rends compte que finalement, j'ai même presque du mal à y répondre sur ce côté un peu laser. Voilà, peut-être pour garder cette part d'innocence d'enfance. Je le sens quand je t'en parle, de garder un peu, ça revient à cette nostalgie dont je parlais au début, tu vois, je fais mon introspection amicale en même temps, en tout cas sur ces amitiés d'enfance. Oui. Et comment tu les entretiens, ces amitiés d'enfance? Qu'est-ce qu'on fait pour les garder présentes, pour les faire évoluer, pour les maintenir dans le temps? Est-ce que toi, tu as des rituels d'amitié? C'est une vraie question sur cet entretien et je me rends compte que c'est difficile. On dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est vrai que quand on est éloigné, qu'on ne vit plus ensemble au quotidien, moi je n'habite plus en France, et quand on partage pas le quotidien des gens, c'est plus difficile peut-être, en tout cas pour moi, d'entretenir des amitiés sur la durée. Et ça me pose la question de, pour moi, même si on ne se voit pas forcément toujours avec un ami, si le lien est là, même si on ne s'envoie pas des textes régulièrement, si on se revoit et qu'il y a toujours ce truc-là très fort, pour moi, l'amitié est toujours là. Et pour d'autres personnes, j'ai eu une rupture amicale il y a quelques années d'une amie d'enfance et ça a été très douloureux pour moi parce que pour elle, justement, s'il n'y avait pas cet entretien régulier, l'amitié n'avait plus de valeur. En fait, ça ne valait pas le coup de continuer. Et c'est toute une question de la bonne distance, le bon entretien. Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi. Alors moi, je transpose complètement la théorie des langages de l'amour au langage de l'amitié. Donc la fameuse théorie des langages de l'amour, pour rappel, les mots d'affirmation, les moments de qualité ensemble, les cadeaux, les actes de service et la connexion physique. Je crois que je suis complet. Ça, c'est les 5 langages de l'amour. Sachant qu'il y a les langages en position de receveur et en position d'émetteur. On peut aimer donner de l'amour via des actes de service ou via des moments de qualité. On peut aimer en recevoir via de la connexion physique. Mais je crois que c'est un peu pareil avec les amis. Il y a différents langages de l'amitié possibles. Et la question peut-être pour maintenir les amitiés dans le temps, c'est est-ce qu'on est synchronisé sur ces langages ? Je pense à une très belle... Est-ce qu'ils sont naturels ou pas, ces langages? Parce que c'est toute une question que je me pose, et y compris pour l'amour, où on voit souvent, il faut entretenir l'amour. Donc on voit aussi parfois des gens qui se forcent, entre guillemets,
Mmh. Voilà, à dire, il faut que je fasse attention. Donc oui, il y a quelque chose qui se cultive, Ouais. hein, vraiment en conscience, en disant, voilà, si je fais jamais plaisir à l'autre, si c'est toujours lui qui m'écoute et jamais moi qui l'écoute, Mmh. si je nourris par la relation, peut-être au bout d'un moment, il faut se poser la question. Et en même temps, combien d'amitiés peut-on cultiver de cette manière, tu vois? Est-ce que parfois, c'est OK si on se parle moins parce que la vie fait que, voilà, pendant 6 mois, 1 an, peut-être 2, 3 ans, nos chemins se sont un petit peu éloignés, mais ça ne veut pas dire que dans le cœur, on ne Non, porte pas, en fait, cet amour pour l'autre. Tu vois? 100%. 100%. Mais c'est là où, justement, ces différents langages peuvent permettre de composer avec la distance. Si, par exemple, le langage commun, c'est l'expérience, les moments de qualité ensemble, Oui. même si on ne se parle pas pendant 1 an, pendant 1 an et demi, si quand on se retrouve, on orchestre un moment de qualité, à savoir peut-être autre chose que viens, on déjeune ensemble dans un restaurant parisien super brillant On passe 1 heure et vite fait, oui. exactement. Mais si on se dit plutôt, tiens, une fois tous les 2 ans ou tous les 18 mois, on se retrouve pour faire une super randonnée ensemble, on part dans les montagnes, on va près de l'océan, on va vivre telle aventure dans une capitale européenne. Là, il peut se passer quelque chose de génial. Moi, j'ai 2-3 amitiés qui sont totalement dans ce modèle-là, où on a très peu d'échanges en dehors de ces moments ensemble. Hmm. Et je crois vraiment euh, au fait que les expériences peuvent construire les relations. On va parler tout à l'heure des âmes sœurs. Est-ce que tu crois, avant ça, peut-être, qu'il faut arriver justement à cette rupture de l'amitié? Moi, ça me paraît, enfin, je te dirai un peu ce que j'en pense, mais j'aimerais bien t'entendre sur le sujet. Et puis, peut-être aussi parler de ces amitiés femmes, hommes et femmes, Hmm. qui sont aussi, à la fois peut-être plus complexes parfois. Alors, sur les ruptures d'amitié, je sais pas si je suis un bon modèle, puisque moi, j'ai eu des ruptures fortes dans ma vie. J'avais un groupe d'amis au collège et au lycée très meute de loups, avec que des mecs. Hmm. Et quand j'ai eu 22, 23 ou 24 ans, je sais plus l'âge exact, mais c'était dans ces eaux-là, je suis sorti de ce groupe de manière brutale. J'ai rompu l'amitié, ça m'a libéré de l'espace pour faire plein de choses. Pourquoi t'es sortie brutalement, tu veux le dire, ou pas forcément? Ce que je peux partager, c'est que je sentais plus de connexion profonde avec ce groupe. Ce que je peux partager, c'est que j'étais pas très bien dans ma vie à cette époque-là. Ce que je peux partager, c'est que j'avais vraiment envie de me lancer dans un projet qui était la création de Live Mentor, qui est toujours mon entreprise aujourd'hui, Hmm. et que j'étais complètement dépassé par ce projet, et que je voyais pas comment y aller sans m'y mettre pleinement, et que je n'ai pas su peut-être communiquer tout ça à mes amis de l'époque, que je n'ai pas ressenti de soutien de leur part, et peut-être que ce soutien existait et que je ne l'ai pas perçu. En tout cas, euh, je regrette la manière dont j'ai quitté ce groupe, Hmm. sans regretter la décision. Oui, c'est plutôt sur la forme, en fait, que maintenant, avec ta maturité d'aujourd'hui, C'est ça. tu aurais aimé que ce soit plus fluide. Oui, et puis j'aurais aimé communiquer en continu. Je crois que c'est super intéressant dans une amitié, qu'elle soit récente ou ancienne, d'avoir un espace de conversation, un espace d'ouverture, pour dire on est comment dans notre amitié en ce moment. La dernière fois, j'ai appelé un ami qui m'a dit euh, Alex, est-ce que tu as l'impression que notre connexion a évolué? Et j'étais très touché qu'il me pose cette question. Ça a permis d'ouvrir un espace de guérison, très honnêtement. Euh, mais ça demande du courage d'avoir ce genre de conversation. Hmm. Ça demande beaucoup de courage. Et après, sur l'amitié homme-femme, oui, moi j'y crois terriblement, après n'y avoir pas cru pendant longtemps. Mais depuis quelques années, je suis persuadé que c'est un endroit absolument magnifique. Euh, mais je viens d'une famille où ce n'est pas du tout la norme, et où, sans trop m'épancher, mais je pense que les hommes, notamment, ont un rapport aux femmes qui est un rapport
de couple, d'union érotique, amoureuse, immédiate. Et c'est perdre de vue toutes les formes d'amour qui peuvent exister. On en revient encore une fois à nos amis grecs. Donc, tu as cheminé sur le sujet, du coup. Ah oui, largement. Aristote nous dit l'amitié est une âme en 2 corps. C'est beau. Merci Aristote. Merci Aristote. Alors évidemment, on va parler, je l'ai dit plusieurs fois, des âmes sœurs, mais ça pose cette question, d'ailleurs, les âmes sœurs, du coup de foudre amical. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai des amitiés qui n'ont pas été des coups de foudre et qui sont des amitiés extraordinaires que j'ai depuis mon adolescence, ma jeunesse, mais qui n'ont pas été spécialement des coups de foudre. Et puis, j'ai des amitiés qui ont été vraiment, que ce soit des hommes ou des femmes, puisque là, il peut y avoir évidemment les deux, encore une fois, dans des relations qui sont non sexuées, dans une amitié, on n'est pas du tout dans le cas de sex friends ou autre, qui ont été de véritables coups de foudre. Et là, c'est quand même très surprenant quand on rencontre comme ça une personne. Il y a un flash et on peut avoir le sentiment, là on pense à notre ami Bernard Werber, que, puisqu'il parle dans son dernier roman des âmes sœurs et de ces familles d'âmes, que ça nous échappe, qu'on ne sait pas en fait d'où ça vient. On a le sentiment, un peu comme parfois comme un coup de foudre amoureux, que on a tellement de choses à se dire, comme si on voulait rattraper le temps, comme si en fait on se connaissait déjà, que nos âmes se connaissent, que ça jette un trouble immense en réalité. Oui, c'est ce qui nous est arrivé quand on s'est rencontrés, toi et moi. Mais c'est sûr que déjà, pour contextualiser, moi je distingue aujourd'hui vraiment les nouvelles amitiés qui sont de l'ordre d'une passion commune. Typiquement, je vais me mettre à un nouveau sport, un instrument de musique, je vais rejoindre une chorale, je rencontre quelqu'un qui a également cette passion commune, nouvelle amitié, c'est génial. Et puis il y a effectivement ces moments où on rencontre quelqu'un et on a l'impression de se connaître depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et c'est très bouleversant. Si on prend notre exemple à toi et moi, c'est quand même, on s'est rencontrés dans un café à Paris pour parler plutôt de projets, de nos boulots respectifs. On avait été introduits comme ça pour le boulot. On avait été introduits comme ça. Et puis en fait, on voit qu'on parle à la fois d'Égypte, de passion, de voyage, de rapport à l'amitié très similaire, etc. On essaie de trouver un autre moment dans les semaines suivantes pour bosser ensemble. Le seul créneau qui tombe, c'est en fait parce qu'on était à l'approche des vacances d'été, c'était de se retrouver pas à Paris, mais dans un lieu de vacances au bord de la mer. Au bord de la mer. Et puis ça, en fait, ça semble évident que oui, on va le faire comme ça, on va se retrouver à cet endroit-là. Et puis ensuite, les projets pro et perso s'enchaînent à une vitesse qui est très très rapide, comme si il y avait une confiance héritée d'une autre vie. Alors c'est là où on ouvre la porte, la boîte de Pandore, la porte des vies antérieures, la boîte de Pandore, pour reprendre le terme d'un autre livre de Bernard Werber. Et moi, j'aime bien ce que propose Bernard Werber ici, qui est, je vous demande pas d'y croire ou de pas y croire, je vous demande d'en faire l'expérience. C'est vrai que moi, pour le coup, avec toi, j'en ai fait l'expérience. Je fais l'expérience que il semblerait qu'on se soit connu, très bien connu, dans une autre vie. Alors, je sais pas ce qu'on était dans une autre vie. Est-ce qu'on était frères et sœurs? Est-ce qu'on était amoureux? Est-ce qu'on était père et fille, mère et fils? Est-ce qu'on était amis? Jumeaux. Et c'est là où cette notion de famille d'âme, qu'il décrit comme des personnes qui se veulent profondément du bien mutuellement, qui avancent sur leur chemin respectif, mais en se voyant et en se soutenant, je trouve cette image vraiment très belle. Et cette image de groupe, de compagnonnage, qui, moi, me rappelle aussi toutes mes lectures d'adolescence sur le Seigneur des Anneaux et la communauté de l'anneau qui part faire une grande épopée. C'est ça que je vois dans la famille d'âme. Et quand je fais des rencontres
comme la nôtre, je ressens ça. C'est très philia chez les Grecs, hein, cet amour-là, le philia, chez les Grecs, il touche à cette notion de dépassement individuel permis par la magie de la rencontre. Et à la fois, il y a ce sentiment effectivement de ces rencontres d'âmes qui viennent d'ailleurs, on ne sait où. Alors effectivement, si on touche plus là à des sujets de croyances et moins de psychologie, on peut ouvrir cette boîte de Pandore sur est-ce qu'on croit aux vies antérieures, est-ce qu'on croit qu'effectivement on a partagé des choses et que finalement on ne fait que retrouver. Alors j'ai pas lu le livre de Bernard, hein, mais que finalement il y a des âmes qu'on retrouverait peut-être de vie en vie, etc. Et en même temps, sur un aspect plus de la psyché et de l'incarnation, on ne peut pas nier que nous sommes des êtres assez similaires. Alors, nos âmes sont similaires, mais nos façons d'être au monde sont assez similaires. C'est-à-dire qu'on est tous les deux des hyperactifs. Enfin, je ne vais pas refaire nos descriptions, mais on adore les voyages, on a une valeur liberté qui est très forte. On est nés à quelques jours l'un de l'autre. On a une date de naissance qui est effectivement extrêmement proche. On a des terreaux communs dans nos éducations, ou si on travaillait sur nos arbres, voilà, on peut retrouver aussi certaines similitudes. Et voilà, comment ça fait que ça donne aussi cette impression des âmes, hein, que les tempéraments parfois se ressemblent tellement que l'autre devient un miroir de soi. Et donc, il y a cette connexion naturelle qui fait que on se comprend, en fait. Voilà. On n'a pas forcément besoin de... ça fuse, parce qu'on est sur les mêmes questionnements, on est parfois agacé par les mêmes choses, emballé par les mêmes choses, etc. Et donc, ces impressions sont à la fois extrêmement enthousiasmantes, parce que quand on les vit, on a le sentiment d'être entendu, d'être reconnu. Et en même temps, se pose ce mystère, voilà, d'où ça vient. D'où ça vient, en fait. Ça nous échappe quelque part. Ça nous échappe complètement. Peut-être que la science nous apportera peut-être la réponse dans les prochaines décennies, ou pas. Mais je crois en tout cas à en faire l'expérience. À en faire l'expérience, et peut-être que là, à ce moment du podcast, vous pouvez tous et toutes vous demander, tiens, qui j'ai dans ma famille d'âmes? Quelles sont les relations où il y a eu instantanément de la fluidité, de la connexion, de la confiance, de la simplicité et une sorte d'élan commun de vie? Et si vous avez des personnes qui sont en train d'apparaître dans votre esprit, moi, mon invitation serait de faire un maximum de choses avec ces personnes, de foncer, quoi, d'ouvrir la porte pleinement, parce que dans ces relations-là, tout est possible. Ensuite, on parle aussi beaucoup d'âmes sœurs, et puis, dans certains milieux aussi, d'âmes jumelles, voire même de flammes jumelles. Alors là, on part sur des choses plus ésotériques. On y croit, on n'y croit pas. Est-ce que ça existe ou pas? Finalement, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que certaines rencontres très fortes, quand même, dans nos vies, d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, à la fois, elles viennent, je trouve, nous chercher. Parfois, peut-être nous font souffrir, elles viennent nous titiller, et en même temps, elles nous élèvent. En fait, je trouve qu'il peut y avoir les deux dans ces rencontres-là. Parce que comme c'est très fort, un peu peut-être comme dans certaines passions amoureuses pour d'autres personnes, elles peuvent aussi nous permettre d'aller plus loin à l'intérieur et de savoir qu'est-ce que je souhaite nourrir en fait avec cette relation-là. Donc c'est vrai, quand vous avez peut-être ce sentiment, et ce serait intéressant que vous nous le partagiez sur les réseaux de Métamorphose, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur Instagram. Voilà, parlez-nous de vos rencontres de vie. Est-ce que ces rencontres très fortes que vous avez eu le sentiment de faire avec des âmes sœurs ou des rencontres comme ça d'âmes, comment est-ce qu'elles ont aussi évolué ? Est-ce que c'était des rencontres amicales, plutôt amoureuses ? Est-ce que c'était des choses qui devaient vraiment s'incarner, peut-être parfois dans un couple ? Ou est-ce que c'était une amitié feu de paille qui finalement a peu duré ? Ce serait intéressant d'avoir des retours. Je ne sais pas ce que vous avez dit avec Bernard d'ailleurs sur le sujet. Alors Bernard a eu notamment un retour qui contraste, il nous met en garde sur le danger de trouver son âme sœur. Parce que si on trouve son âme sœur,
pas sa famille d'âme, mais son âme sœur, on va devenir très vulnérable. Dès que tu as trouvé ton âme sœur, tu peux difficilement vivre sans elle. Et il y a un risque. Il y a un risque que cette rencontre avec l'âme sœur, un jour, se termine, que ce soit parce que l'âme sœur décède ou parce que l'âme sœur s'en va, parce qu'il y a une rupture, il y a une cassure à un moment. Et ça, pour Bernard, il y a un risque extrêmement fort ici. Intéressant. C'est là où, moi, la notion de famille d'âme me parle peut-être encore plus que l'âme sœur. L'idée qu'il peut y avoir toute une collection de personnes, un groupe, une communauté qui nous soutient, me parle beaucoup et me fait encore plus, m'invite à encore plus questionner cet amour romantique qu'on a en héritage. Cette idée de trouver l'unique destinataire de notre amour. J'aime beaucoup plus l'idée de la famille d'âme. Moi, j'aime bien aussi cette idée de famille d'âme parce que on le voit parfois, on peut avoir une rencontre très forte, mais on peut avoir plusieurs rencontres très fortes. Et ça permet aussi de se dire, tiens, voilà, on se reconnaît. Alors ensuite, d'où ça vient, on n'a pas forcément la réponse à cette question. J'avais envie de citer Saverio Tomasella qui dit, qui est docteur en psychologie, je le rappelle, qui a écrit sur l'amitié, qui a écrit un petit roman en fait sur l'amitié, et qui dit, comme le voyageur, l'ami consent à ce que l'expérience le transforme. Donc j'aime beaucoup en fait cette idée parce que il y a aussi un consentement de dire je vais me laisser transformer dans cette relation, dans ce lien. Et on sait que c'est aussi tu disais au début de cet épisode, nous sommes des animaux sociaux et en fait on évolue énormément à travers le lien à l'autre. Voilà. Et comment je donne mon consentement à cette transformation ? Complètement. Et acceptons, si on aime quelqu'un, si on se remet dans le cadre du couple. Oui. Je peux aimer profondément quelqu'un, mais accepter que cette personne connaisse une multiplicité de connexions profondes. Je me retrouvais la dernière fois à une soirée où j'entendais quelqu'un dire « Oui, moi je suis en couple depuis 10 ans, je crois plus du tout dans l'amitié homme-femme, et de toute façon, mon conjoint, ma conjointe, je brouille les pistes pour que la personne ne se reconnaisse pas, mon conjoint, ma conjointe m'interdit toute amitié avec une personne de sexe opposé. J'aimerais bien que cette personne lise effectivement Bernard Werber, ou en tout cas s'intéresse à ces notions de famille d'âme, et comprenne que c'est absolument magique de ressentir la multiplicité des connexions, ce qui ne veut pas dire que toutes ces connexions vont être sentimentales, sexuelles. Et pourtant, Balzac clamait au XIXe siècle, on n'est point l'ami d'une femme quand on peut être son amant. Oui, c'était une autre époque où les relations libres et le polyamour n'étaient pas forcément d'actualité. Voilà, en tout cas, il y a des études, notamment il y a un chercheur à l'université d'Oxford qui dit que les femmes auraient tendance à voir leur meilleur ami comme un individu qui est à mi-chemin entre leur frère et leur âme sœur, alors que les hommes auraient une vision plus opportuniste en fait de leur bonne copine. Et voilà, dites-nous si c'est quelque chose. Moi, en tout cas, c'est des choses que j'ai pas mal effectivement partagées. Je sais pas si tu ressens ça, toi, comme ça. Oui, on n'a pas les mêmes niveaux de testostérone. On pourrait arriver aussi mentionner cette différence chimique, mais en tout cas, j'aime me rattacher à l'idée de non-hiérarchie dans les relations. Je crois qu'il y a aussi ça derrière l'idée de famille d'âme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut... Encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'éloge d'une forme de polyamour total, global, universel. Mais l'idée qu'on aurait une personne, une connexion qui est la plus haute dans la pyramide des relations, que celle-ci compte au maximum, et puis ensuite il y a un rang 2, il y a un rang 3, il y a un rang 4, me semble être enfermante et peut nous conduire à louper certaines connexions avec des âmes sœurs, avec des gens de notre famille d'âme qui peuvent apparaître à tout âge de nos vies.
Et en même temps, je trouve que, alors je suis complètement d'accord avec toi, comme le cœur d'un parent ou d'une maman ou d'un papa est assez grand pour accueillir une multitude d'enfants et d'amour. Et en même temps, je trouve qu'à l'épreuve du temps, on s'aperçoit qu'il y a des personnes à l'intérieur de nous. Voilà, le lien en fait de cœur perdure. Au-delà de finalement de ce qu'on peut vivre ou pas avec ces personnes, elles sont là. Et je trouve que ça, c'est quand même une bonne réponse à ce côté illusoire. Et à l'inverse, on voit qu'il y a des personnes avec qui on pouvait croire qu'il y avait quelque chose de très fort. Et on se rend compte qu'en cheminant avec elles, finalement, voilà, il y avait peut-être une sorte d'excitation illusoire au début, et puis que c'est retombé. Et qu'à l'épreuve du temps, on ne porte plus forcément ces personnes-là dans notre cœur. Oui, ça résonne. Toute la question est... est-ce que c'était une illusion, et juste une illusion, ou est-ce que c'était une relation qui devait m'apprendre quelque chose et je ne pouvais l'apprendre que via cette relation, et elle a duré quelques mois. Elle a fait son job, quoi. Elle a fait son job, exactement. It's just an illusion, hein, nous redit la chanson. Mais en tout cas, merci. On a décidé de faire des épisodes un petit peu plus courts des conversations du Scarabée. Alors, vous nous direz d'ailleurs si vous préférez... des conversations du Scarabée, un peu à la Tim Ferriss, où on part sur le divan avec Alex pendant 2 heures à discuter et à refaire le monde, ou si vous préférez un format un peu plus court. On aurait, sur l'amitié, sur ces rencontres d'âme, on pourrait tirer des fils et en parler encore très très longtemps, parce que on pourrait parler de ces expériences d'amitié qui ont marqué notre vie, qui ont changé, et peut-être on refera un 2e épisode. Comment surmonter aussi une rupture amicale? Est-ce que ça entraîne du chagrin? Voilà. Donc, en tout cas, est-ce que tu avais envie d'ajouter autre chose avant qu'on relaisse l'antenne, Alex? Je peux renvoyer les personnes qui nous écoutent vers un article qui est malheureusement en anglais, mais écrit par un type génial qui s'appelle Tim Urban. Timurban. Il a un blog qui s'appelle Wait But Why, qu'on pourrait traduire par Attendez mais pourquoi. C'est un type qui écrit très rarement, une fois tous les 4-5 mois, mais son blog est assez populaire. C'est des articles fleuves. Il s'était fait connaître pour un article sur la psychologie d'Elon Musk publié il y a très longtemps. Et je vous en parle parce qu'il a écrit un article sur les pyramides d'amitié. Et vous verrez, c'est très, très joli. Il y a des graphiques qui représentent les différents schémas d'amitié possibles. Des personnes qui ont 10 amis extrêmement proches et rien d'autre, pas d'amitié secondaire, pas de connaissances, rien. D'autres personnes qui ont une amitié uniquement très très proche et plein d'amitiés secondaires, très distantes. Par exemple, on trouve souvent ça dans le milieu du showbiz, par exemple. Vous êtes un acteur de cinéma, certains sont extrêmement entourés, ils connaissent tout Paris, mais au final, le jour de leur anniversaire, il n'y a pas forcément grand monde. Donc regardez cet article et il donne quelques exercices à faire qui permettent de s'interroger sur sa pyramide à soi. Très intéressant parce qu'effectivement, on ne l'a pas rementionné, mais moi, je me pose encore souvent la question, qu'est-ce que l'amitié ? Qu'est-ce que l'amitié ? Il y a des gens avec lesquels c'est absolument évident, et puis il y en a d'autres où on se dit, ces fameuses amitiés secondaires, est-ce que c'est vraiment de l'amitié ? Et puis finalement, c'est des gens pourtant avec qui on a cheminé, qu'on connaît bien, mais est-ce qu'on les considère comme des amis ? Moi, j'ai un peu de mal en fait avec cette notion de distance. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment des personnes avec qui je suis profondément dans une forme d'intimité. S'il n'y a pas cette intensité, cette intimité, c'est dur pour moi en fait d'aller peut-être plus loin. Ouais, c'est de la surface. Et de la surface. Voilà, mais merci Alex, à bientôt. Merci Anne. Bon week-end à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
tous les lundis et jeudis dès 7h.